j'aimerais faire un petit sondage comme ça en début d'atelier. Qui est-ce qui se sent leader là, assis? Qui est leader, qui est manager d'une équipe parmi vous? Il y en a quelques-uns. Qui est plutôt RH? Ok, il y en a quelques-uns aussi. Qui est coach? Pourquoi pas, hein, voilà, il y en a quelques-uns. Mais bienvenue à cette présentation qui va tous vous concerner, j'espère, je pense, sur la responsabilité du leader, sur l'être bien des collaborateurs. C'est en lien, bien entendu, avec le thème principal du salon. Alors, bon, si vous êtes promené dans ce salon, vous avez déjà entendu probablement cet acronyme VUCA, hein, qui l'a déjà entendu, qui sait ce que c'est? Voilà, certains en tout cas. On vit dans un monde VUCA, on vit dans un monde volatile, on vit dans un monde incertain, complexe et ambigu. Hein, c'est un terme de l'armée américaine qui a été reprise au moment où elle s'est retrouvée en Afghanistan face à des situations qu'ils n'avaient jamais vécues, face à des situations pour lesquelles ils n'avaient pas de réponse et pour lesquelles tout ce qu'ils avaient appris par le passé n'était plus vrai aujourd'hui. Eh bien, cette caractéristique, cet acronyme du monde VUCA a été repris aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et le manager d'aujourd'hui doit se débattre dans ce monde VUCA. Il est pris dans cet engrenage, il est pris lui-même par une certaine forme de stress, de peur, il relaie d'une manière ou d'une autre le stress qui vient d'en haut en bas, hein, et il est à son corps défendant, eh bien, générateur d'un certain stress dans le système dans lequel il évolue. Alors, si on cherche à connaître un peu l'impact du stress sur le monde du travail, vous avez certainement déjà entendu pas mal de chiffres aussi lors de ce salon. Le stress, bon, c'était le philosophe Pierre Legendre hein, qui disait que l'homme aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens psychiques. On vit au-dessus de nos moyens psychiques. Hein. Ça veut dire que tous les jours, eh bien, on doit aller chercher, on doit aller puiser dans nos réserves et donc les charges que nous impose le monde du travail aujourd'hui, eh bien, sont au-delà de nos capacités physiques et psychiques. Donc ça génère un stress qui va augmenter, qui va avoir un impact sur la productivité dans les entreprises où vous travaillez, sur la perte de talent, et en Suisse c'est un problème important, et sur les coûts aussi. Faisons un petit zoom sur ces coûts. Aux États-Unis, hein, le coût du stress a été chiffré à 200 milliards de dollars par an. Il faut dire, ouais, 200 milliards à l'échelle américaine. Oui, 200 milliards, d'abord je pense que ces chiffres sont largement sous-estimés. 200 milliards, c'est quand même 2 fois le montant de l'aide publique au développement, c'est-à-dire tout ce que les pays industrialisés donnent aux pays en voie de développement, c'est 100 milliards par an, ça fait 2 fois ce montant-là. Hein. C'est à peu près un gros tiers du budget de l'armée américaine, du budget de la défense des États-Unis, qui est quand même un énorme budget du gouvernement américain. En France, ce coût a été estimé à 8% du produit intérieur brut. Vous vous rendez compte? 8% du produit intérieur brut. Si on ajoute à ça les 2% de croissance de la France actuelle, la France aurait une croissance supérieure à celle de la Chine s'il n'y avait pas ce stress à l'intérieur des entreprises et des organisations. Dans l'Union européenne, ça a été mesuré, chiffré à 617 milliards. Vous connaissez la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne, hein. C'est à peu près 12 milliards par an, hein. Tout le tam-tam qu'on fait aujourd'hui autour du Brexit. Et bien voilà, là il y a 617 milliards qui partent comme ça en fumée à cause du stress dans les organisations, à cause du stress dans les entreprises. Le pire, c'est que eh bien, tout ça est en augmentation. Hein. Depuis 5 ans, on se rend compte qu'il y a une augmentation de près de 50% des maladies liées au stress. Depuis 5 ans. Alors vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien beau. Et en Suisse, quelle est la situation en Suisse? En Suisse, cette étude du SECO a déjà été pas mal citée aussi. Hein. Les personnes qui souffrent qui se disaient souffrir d'un stress chronique en 2000 étaient 26%, en 2010, 34%. Et des personnes qui se déclaraient peu ou pas stressées, elles étaient 17% encore en 2000, elles n'étaient plus que 12% en 2010, c'était il y a 8 ans. Il y a des premiers chiffres qui sont en train de sortir aujourd'hui qui disent que ce chiffre-là, il va dépasser les 50% en
2020, lorsque la prochaine étude sera faite. Ça veut dire que ce n'est pas une croissance linéaire, mais c'est tout simplement une croissance exponentielle. Voilà, le stress coûte 6 milliards aux entreprises suisses et 10 milliards à leur communauté suisse, à l'État suisse en général. Eh bien, le coût est de 10 milliards. Et l'Institut universitaire roman de la santé et du travail a constaté en 2017 20% de consultations en plus qu'en 2016. Donc ça, ce sont des chiffres tout frais de l'année passée. Voilà un peu pour le contexte. Vous allez dire, oulala, ça c'est quand même quelque chose qui est relativement lourd. C'est des chiffres, mais lorsque vous cherchez à comprendre aussi et à voir comment vous vivez ce stress-là, il y a un impact aussi sur un certain mal-être physique. Qui n'a pas vécu des douleurs de dos, des douleurs de tête, des migraines, le cou bloqué à cause du stress, un mal-être émotionnel, l'irritabilité, voire des phénomènes de dépression, un mal-être intellectuel, on a des difficultés à se concentrer, on n'arrive pas à apprendre lorsqu'on est sous un stress important. Et puis un stress relationnel, on se met en retrait, on ne va plus à la machine à café, on ne veut plus voir ses collègues, on se met en retrait des relations sentimentales qu'on vit, voire ça mène à des ruptures. Donc voilà, sur l'être humain aussi, au-delà de l'entreprise, eh bien ça a un coût important qui affecte la qualité de vie, et des vies, on n'en a qu'une. Donc, il y a deux mythes qui viennent entretenir cette situation. Le premier, il est hérité de la révolution industrielle, qui disait, attendez les petits gars, on a trouvé avec Taylor la manière de devenir plus performant, mais ne vous percez pas d'illusions, plus de performance, ça ne va jamais aller avec plus de bien-être. C'est pas possible. Le bien-être des salariés, la performance économique, ça ne va pas de pair. C'est un mythe. Ça a été démontré, le contraire, maintenant a été démontré par plusieurs types de leadership, par plusieurs schémas organisationnels, par plusieurs entreprises qui réussissent aujourd'hui sur le marché, que c'est possible d'allier les deux. Le deuxième mythe, c'est de dire, oui, bon, mais on est désolé pour nos petits collaborateurs qui tombent dans le burn-out, mais voilà, il était fragile. Le stress est lié à des fragilités individuelles. C'est un mythe, c'est pas vrai. C'est sûr que certaines personnes ont plus ou moins de résilience vis-à-vis du stress, mais c'est pas un facteur intrinsèque. C'est pas un facteur intrinsèque lié à la personne, parce que vous mettez cette personne dans un autre contexte, eh bien cette personne va performer, cette personne va aussi pouvoir résister à son stress beaucoup mieux que d'autres. Voilà, ces deux mythes qui entretiennent la situation. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a des initiatives qui se prennent et autres que allez vous frapper la tête sur cette cible ou bien mettez une plante verte dans le hall de votre entreprise. Et d'autres études ont démontré aujourd'hui que si vous investissez dans le bien-être de vos salariés, eh bien, on peut arriver à une réduction jusqu'à 5 jours d'absence par salarié par an. Sur une moyenne d'à peu près 10-12 jours, ça fait près de la moitié quand même des jours d'absence que vous ne verrez plus dans vos entreprises si vous investissez dans le bien-être de vos salariés. L'Association internationale de la sécurité sociale a mené une étude dans 15 pays et elle vient avec un taux de rentabilité de 220% en retour sur investissement si vous investissez dans le bien-être de vos salariés. Ce qui est quand même, ma foi, aujourd'hui un taux de rentabilité assez intéressant. Vous investissez 1 franc, et bien vous retouchez 2,20 francs de retour. Un autre constat implacable, qui est vraiment implacable celui-là, c'est que 80% des personnes qui sont interrogées disent que la composante la plus importante de stress dans leur job, c'est leur chef. 80% des gens viennent dire ça. Alors que ce chef, ça devrait être quelqu'un qui est à leur service, de telle façon à ce qu'eux puissent aussi offrir les meilleurs services possibles à leurs clients. Mais c'est exactement le contraire. C'est le chef qui vient mettre des bâtons dans les roues de ses collaborateurs, et puis le collaborateur, il doit se dépêtrer avec ça. Et 80% des employés, ça c'est quelque chose qui a été largement cité, eh bien ne quittent pas leur entreprise, mais quittent leur chef. On ne quitte pas une entreprise parce que ça ne me convient pas, cette entreprise elle ne fait pas des trucs. Non, on quitte son chef. Donc ça c'est quelque chose qui a été prouvé. Alors
Je ne voudrais pas accabler ici les leaders, hein. J'ai été moi-même un leader, j'ai été moi-même aussi quelque part quelqu'un qui probablement n'a pas toujours été habile dans la manière de transmettre le stress à ses collaborateurs, mais c'est quelque chose voilà, qui s'apprend d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important à comprendre, c'est que les leaders d'aujourd'hui ne sont pas préparés à ça, hein. Et ça, c'est le message principal de cette conférence. On ne va pas s'appesantir sur finalement ces comportements de ces leaders qui ne sont pas préparés, qui sont plus confrontés avec ce monde VUCA. Mais bon, il y a des ambiances toxiques, des mauvaises relations avec son chef, il y a ces problèmes de compétition aussi, hein, malsaines. Il y a des managers qui sont trop exigeants, qui ne savent pas définir à son juste niveau la barre, qui font du micromanagement aussi, hein, qui ne laissent pas d'autonomie à leurs collaborateurs, pas de reconnaissance, ils ne donnent pas d'opportunité, pas de vision à leurs collaborateurs et bon, outre bien sûr tous les phénomènes d'instabilité de l'entreprise. Alors quels sont les leviers d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut travailler sur la politique RH, on peut aménager les horaires de travail, donner la possibilité de faire du travail à domicile. Ça marche jusqu'à un certain point, hein, mettre une machine à café supplémentaire pour améliorer l'environnement social au travail. Si tous ces petits gadgets utiles étaient la recette miracle, ça se saurait aussi. On a toujours l'image de Google, hein, qui installe ça. Google fait ça, c'est sûr, mais ils ne font pas que ça, hein, ils font beaucoup plus que ça. Alors qu'est-ce qu'ils font en plus? Eh bien, ils investissent tout d'abord dans la résilience des collaborateurs. Alors, vous allez me dire, c'est une arme à double tranchant, hein. Nous, on va rien changer dans notre système de management et dans nos principes de leadership. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va booster nos collaborateurs de telle façon à ce qu'ils puissent endurer un petit peu plus les chocs. Ça marche jusqu'à un certain terme. Et puis la dernière mesure, eh bien, c'est contribuer au développement des leaders, contribuer véritablement à leur transformation, à leur évolution. Je ne vais pas insister sur la résilience des collaborateurs, donc mon collègue Lionel Pagès en a longuement parlé hier et aujourd'hui, hein, sur comment augmenter sa vitalité de telle façon à ce qu'on puisse être davantage performant au travail, donc en utilisant la nutrition, l'hygiène de vie, la conscience de son corps, mais aussi en développant ses compétences, voire éventuellement en bénéficiant de coaching. Par contre, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement des leaders? Ce cartoon-là illustre assez bien aussi ce fameux principe de Dilbert, hein, qui est une version améliorée du principe de Peter. C'est-à-dire que ben voilà, les managers qui sont d'excellents techniciens eh bien, sont directement promus managers sans nécessairement bénéficier d'une préparation. Et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas nécessairement à leur place. À leur place, parce que si on pose la question à ces fameuses personnes qui ne sont jamais ou peu stressées, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent « moi je ne suis jamais ou peu stressé, le supérieur il me respecte, le supérieur il me donne des commentaires sur mon travail. Le supérieur, il réagit bien quand il y a des conflits et il sait gérer les conflits. Hein. Il m'inclut aussi dans les principales décisions de mon équipe. Il me fait participer à la réflexion sur dans quelle direction doit aller mon équipe. Il me soutient et quand j'en ai besoin, il est là pour moi, il me soutient, il m'aide et il arrive à organiser le travail de manière relativement correcte. Voilà ce que nous répondent les gens qui sont jamais ou peu stressés. Quel type ou quel qualificatif on peut donner à ce type de leadership? Je ne sais pas, quel est le qualificatif qui vous vient? Bienveillant? Bienveillant, oui. Oui, c'est un leadership bienveillant. Le leadership bienveillant, c'est ça. Hein. Quand on parle de leadership bienveillant, il y a des voix toujours qui montent en disant « Oh là là, ça y est, ils sont de retour avec leur langage bisounours, là. Hein. Moi, j'ai une chaîne de production à faire fonctionner. Hein. Moi, j'ai des clients à servir. J'ai des délais à respecter. J'ai un contrôle de qualité aussi assuré parce qu'il y a l'agence de contrôle qui va arriver bientôt. Des bisous, des câlins, j'ai pas le temps de faire ça. Hein. C'est pas ça le leadership bienveillant. Hein. Le leadership, ça ce sont les arguments de ceux qui finalement craignent que tiens, la subordination chef-employé, ça n'existe plus. Ils ont peur d'être taxés d'un manager, d'être un manager mou. Hein. En fait, ils ne savent pas comment faire autrement et quand on leur demande d'être bienveillants,
Elle dit non, non, attends, moi j'utilise la ligne et c'est la seule façon que je connais pour faire fonctionner finalement cette ligne de production. Le coût social qui en ressort, ma foi, tant pis, perte des profits, et puis l'assurance invalidité, elle est là pour ça, non? Voilà, et ça devient aujourd'hui une nécessité, pas seulement pour réduire le déficit de l'assurance invalidité, mais aussi pour faire reculer donc, ces phénomènes d'épuisement professionnel, et puis pour retenir les talents. Et les managers, les leaders qui d'ici 10 ans n'auront pas compris ça, n'auront pas compris comment intégrer cette composante de bienveillance dans leur leadership pour gérer les générations Z et Y, eh bien, ils ne serviront plus à rien. Ces managers-là vont disparaître. Ce manager va devoir s'adapter ou disparaître parce qu'un management n'a pas de sens si son rôle c'est simplement de transmettre des ordres et contrôler la qualité. L'intelligence artificielle va faire ça beaucoup mieux que le manager. Voilà, alors comment faire? Peut-être un seul acronyme qui nous vient de Grenoble, c'est l'acronyme SLAC. L'acronyme SLAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire du sens. Je veux donner du sens à mes collaborateurs, mais du sens aussi pour permettre aux employés quelque part de s'engager ensemble, des opportunités pour contribuer à l'une ou l'autre chose. Créer du lien entre mes collaborateurs en augmentant ce sentiment d'identité et de communauté. Ça ne veut pas dire comme aux États-Unis de devoir aller tous les samedis au barbecue de son chef et puis voilà, de se laisser manger. Non, c'est d'avoir quand même un minimum d'opportunités de discuter d'autre chose au boulot que du boulot. L'activité, donner le sens à ses collaborateurs que ce qu'ils font est important pour la société, que ça a du sens et que c'est un travail significatif. Et puis donner du confort. Du confort, ce n'est pas simplement un fauteuil de massage, ce sont des moyens pour bien travailler. C'est des moments de détente et c'est leur laisser aussi la possibilité de couper lorsqu'ils sont en vacances, ce qui est très peu souvent le cas. Voilà, si on fait ça, eh bien, on peut garantir aussi l'écoute, on peut garantir l'expression, on peut garantir l'accès à l'information. Bien entendu, offrir de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la reconnaissance. Abolir un langage qui divise. Tiens, le marketing, il fait ça, la production, elle fait ça. Marquer les silos. De toute façon, ces silos et cette division matricielle sont en perte de vitesse. Et c'est libérer les intelligences. Donc, pourquoi recruter un master au potentiel où il va passer 25% de son temps à remplir des ERP, à remplir des procédures et des processus. Donc ça c'est d'après Toxic Emotions at Work de Harvard. Voilà, alors pour avoir ces nouveaux types de leaders, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas simplement une formation, c'est tout un processus de transformation par lequel on va chercher à les mener. Bien sûr, on peut développer les compétences. Il y a d'ailleurs des études qui ont démontré qu'il y a une corrélation de 2,4 entre la formation des leaders et le risque coronarien. C'est-à-dire qu'au plus ils sont formés, au plus ils ont l'impression de maîtriser leur travail et au moins ils ont le risque d'avoir une attaque cardiaque. Mais c'est aussi de pouvoir proposer des trajets de mentor coaching pour développer une compétence qui devient indispensable dans ce monde VUCA. C'est l'intelligence émotionnelle. Nous recevons beaucoup dans notre institut des leaders qui sont très performants dans leurs compétences métiers, mais avec une intelligence émotionnelle zéro. Et donc qui n'ont pas d'équipe qui fonctionne. Et donc on travaille par un trajet de mentor coaching cet aspect d'intelligence émotionnelle. Ou bien le coaching identitaire. David Hertz, mon prédécesseur, l'a largement développé aussi, le faire mener un voyage du héros quelque part à notre leader, mais c'est aussi lui offrir un espace de sécurité dans ce monde VUCA. Dans ce monde où il est assiégé de sollicitations, lui offrir cet espace de sécurité où il peut analyser, redevenir plus lucide sur qui il est. Ces dires de Marianne Williamson illustrent bien ce que c'est que le coaching identitaire. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous contrôle excepté vos peurs. Rien ne vous limite excepté vos croyances. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va faire dans un travail de coaching identitaire. On va chercher à travailler sur la vulnérabilité, lui faire accepter sa vulnérabilité. C'est à partir du moment où le leader accepte sa vulnérabilité qu'il peut l'utiliser comme levier de puissance pour pouvoir gérer ses
collaborateur. On va travailler sur ses peurs, on va travailler sur son chemin de vie, sur d'où il vient, sur quand est-ce qu'il se sent vraiment lui-même. Et on va travailler pour créer un espace intérieur de telle façon à ce qu'il puisse faire émerger ce qu'on appelle the inner sight of greatness, sa grandeur intérieure. Et pour ça, on utilise un modèle où on va mettre en évidence vision, on va mettre en évidence la vision qui va donner une direction à ces leaders pour penser grand et nouveau, une éthique. Il est au service de quoi? Il faut qu'il soit de nouveau conscient au service de quoi il se trouve pour qu'il soit congruent. Du courage. Il faut qu'il retrouve ce courage, ce sens du courage pour mener son action. Et il faut qu'il soit à même de ne pas se bercer d'illusions. Face the facts, on dit en anglais, donc fait face à la réalité. Si on arrive à bien équilibrer l'ensemble de ces dimensions, c'est alors que cette grandeur intérieure émerge. Comment on fait ça? Eh bien en posant un certain nombre de questions que je ne vais pas vous lire maintenant, mais ce sont des questions qui permettent aux leaders de réfléchir sur ces dimensions de vision, d'éthique, de courage et de réalité. Voilà, si on met ça en place, eh bien on évolue vers un leadership que nous on appelle responsable. Responsable aussi parce que je suis conscient de mon impact sur mes collaborateurs, je suis conscient de l'impact de mon leadership sur la société en général. Et innovant, parce que c'est ça qui va libérer des potentiels et libérer des énergies. Ça implique de retrouver son authenticité, d'être conscient, c'est-à-dire de travailler en pleine conscience de qui on est, de ce qu'on peut faire, de ce qui est important pour soi. C'est de travailler avec une finalité qui dépasse quelque part l'objet de notre leadership. Notre finalité, c'est pas nécessairement arriver aux chiffres qu'on s'est fixés en fin d'année, mais il y a une mission là derrière qui est plus importante que ces chiffres qu'on se définit. Et si on n'a pas cette vision, c'est difficile d'évoluer vers un leadership responsable et innovant. Et enfin, c'est un leadership qui est émotionnellement intelligent. Donc être en contact avec ses émotions, savoir réguler ses émotions et les émotions de ses collaborateurs. Voilà. Selon notre point de vue, c'est le leader qui peut faire la différence sur ce stress, ce leader qui peut faire la différence, qui fait la différence. Et la seule invitation qu'on vous lance, c'est donnez-lui l'opportunité à ce leader de pouvoir faire cette différence en l'équipant, soit par ses trajets de transformation. On offre une semaine aussi, on est en discussion avec Lionel pour pouvoir l'offrir à l'île de la Réunion, pour pouvoir reconnecter le leader finalement tout d'abord à son corps, qu'il reprenne conscience de son corps, et ensuite parcourir ces éléments que vous avez vus dans le cadre du diamant du leadership. Voilà, la balle est dans votre camp, tout d'abord pour vous occuper de vous si vous êtes leader, de vos leaders si vous êtes RH, et puis si vous êtes coach aussi, de pouvoir accompagner ces personnes vers des vies qui valent la peine d'être vécues. Voilà le message que j'aimerais délivrer cet après-midi, et c'est un petit peu ce qu'on cherche à divulguer à travers l'ensemble de nos formations à Coaching Square Suisse, où on travaille quelque part pour la conciliation de l'être bien et de la performance dans un monde qui se transforme. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a l'une ou l'autre question. Je regarde Rolex là, il reste 2-3 minutes. Qui est-ce qui aurait une réaction, une question, un contre-argument pour dire tiens mais c'est bisounours ton truc là? S'il n'y en a pas, eh bien, je vous invite alors à venir au stand et éventuellement à voir quel est le contenu de ces formations, comment est-ce qu'on mène nos entretiens de coaching, comment pouvoir rebâtir notre résilience en retravaillant sur notre intelligence somatique, l'intelligence de notre corps. Le corps ne ment jamais et il nous envoie des messages bien avant que notre cerveau ne soit capable de les détecter. Donc on vous invite ici à notre stand. Merci beaucoup et bonne fin de salon.
Robocop.